cette édition, la 5e réunion ordinaire du comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana s'est tenue ce 23 novembre à Abidjan. Les décisions et recommandations des précédentes réunions sur le sujet de l'amélioration des conditions de vie des producteurs ont été passées en revue. La fondation Glory Impact Group a lancé une formation sur l'économie sociale solidaire au bénéfice des femmes membres d'associations Hatchan. Les détails dans ce journal. Les enjeux du métier de comptable face aux avancées technologiques et à l'intelligence artificielle étaient au centre des échanges de la 10e édition du Salon national des étudiants et cadres comptables. Le point dans cette édition. Et puis, à propos de la réduction et de l'élimination des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, le réseau des coordonnateurs chargés du programme Ozone en Afrique francophone et lusophone était en séminaire. Bienvenue, Madame, Monsieur, pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. C'est un plaisir de vous retrouver. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a abrité ce 23 novembre 2023 la 5e réunion ordinaire du comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, présidée par le ministre Kobena Kwasi Adjoumani et son homologue du Ghana, le ministre de l'Agriculture. Cette réunion avait pour objectif de passer en revue les décisions et recommandations des précédentes réunions en lien avec l'amélioration des conditions de vie des producteurs. Konena Nourgo et Tima Traoré. Face aux industriels, les deux gros producteurs mondiaux de cacao ont décidé de se serrer les coudes. Une complémentarité traduite en actes à travers l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, histoire de mieux défendre les intérêts des cacaoculteurs. Et justement, cette 5e réunion du comité de pilotage de l'initiative, tenue ce jeudi 23 novembre 2023 à Abidjan, a permis de faire un bilan des décisions et recommandations des réunions antérieures. Cette 5e réunion ordinaire du comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana s'inscrit dans le cadre de l'exécution de la vision de nos deux chefs d'État. L'objectif étant l'amélioration des conditions de vie des producteurs pour une économie cacaoyère durable et prospère. Je voudrais donc saluer les actions du secrétariat exécutif et par ricochet le secrétaire exécutif qui s'évertue au mieux pour atteindre les objectifs assignés à cette noble organisation malgré les difficultés. I am particularly happy to be here at this all-important steering committee meeting of the Ghana Côte d'Ivoire Cocoa Initiative. We all know the role cocoa plays in our economies of our various countries. And this meeting is a foundation that structures our partnership and further strengthens the decisions that benefits our farmers, our actors, and our countries. Après la cérémonie d'ouverture, les deux parties se sont concertées à huis clos sur des sujets stratégiques de plusieurs ordres. Nous avons parlé de questions stratégiques. Comme vous le savez, nous sommes à une période très intéressante du marché du cacao. Les prix sont très hauts. Donc aujourd'hui, les deux pays s'attellent à mettre en place tout ce qu'il faut pour des stratégies commerciales solides, mais aussi s'assurer que les prix de la campagne prochaine qui va venir puissent être reflétés sur la base des ventes actuellement. Occasion également pour le secrétaire de l'initiative d'apporter des précisions sur le prix du kilogramme du cacao dans d'autres pays producteurs comme le Cameroun, qui a d'ailleurs manifesté un intérêt d'adhésion à l'initiative. C'est des mécanismes différents. Nous vendons en Côte d'Ivoire par anticipation. Au Cameroun, les prix dont vous parlez et tout le monde en parle sont des prix spot. C'est-à-dire c'est comme si vous allez au marché, vous payez le cacao sur place. En Côte d'Ivoire, nous protégeons le planteur. La Côte d'Ivoire et le Ghana, faut-il le rappeler, fournissent à eux seuls plus de 60% du cacao mondial, faisant d'eux les plus gros producteurs.
Quant à la Côte d'Ivoire, elle tient la tête du classement avec 2,4 millions de tonnes, soit un peu plus de 45% de la production mondiale de cacao. La salle de conférence de l'Azaci était exiguë ce 21 novembre 2023 et pour cause, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la CGECI, avec à sa tête son président Ahmed Cissé, est venu rencontrer Mamadou Koné, président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. Cette visite répond à une promesse du président de la CGECI dès sa prise de fonction, celle d'aller à la rencontre des organisations membres de la CGECI pour échanger avec elles et s'imprégner des réalités spécifiques de leurs différents secteurs d'activité afin de mieux orienter ces actions. La visite s'est déroulée dans une atmosphère détendue. Après la série d'échanges, la délégation de la CGECI a visité les locaux de l'Azaci, notamment son call center et son service informatique. Parlons spécifiquement d'autonomisation des femmes dans ce journal connu pour ses actions consacrées à la formation et à l'insertion socio-professionnelle des jeunes en difficulté. La fondation Glory Impact Group se penche cette fois sur le cas des femmes pour leur autonomisation. Il s'agit des femmes membres d'organisations Hatchan qui bénéficient d'une formation sur l'économie solidaire sociale. Le lancement de cette formation s'est fait ce mercredi 22 novembre au district autonome d'Abidjan en présence des autorités traditionnelles. Zénab Dosso et Tima Traoré. L'autonomisation de la femme est de plus en plus au cœur de nombreuses actions. Et le projet de formation de 180 femmes prévu le 4 décembre 2023 en est une. Pensée et mise en place par la fondation Glory Impact Group pour former les femmes non seulement à la vie associative, mais également sur les fondamentaux de l'économie sociale et solidaire, un facteur permettant le développement durable où l'être humain est au cœur de toutes les actions. Pour ce faire, le président fondateur de Glory Impact Group et ses partenaires mettent en avant les femmes Hatchan de la région des Lagunes, connues pour leur activité génératrice de revenus qui est l'Ateke à Bojama. Nous sommes pleinement conscients des enjeux et des crises auxquelles est confrontée l'économie capitaliste aujourd'hui de nos jours, la flambée des denrées due à toutes ces crises que nous traversons. Et face à cela, l'économie sociale et solidaire est une alternative. Et nous procéderons par conséquent à une installation d'une unité de transformation du manioc en sémoule, communément appelé attiqué, comme je viens de le signifier. Et pour pouvoir permettre à ces femmes de transformer l'attiqué, de le valoriser au niveau local et au niveau international, cela passe par une formation. Vous savez que sans formation, c'est difficile de gérer le reste. C'est pour cela que je voudrais féliciter et en même temps remercier le président de Glory Impact Group. Elle n'attendait que ça. Ces 180 femmes Hatchan issues de 60 associations, animées d'une même volonté et enthousiasme, motivées lorsqu'il s'agit du renforcement de leurs capacités. Elles sont toujours mobilisées et elles ont envie d'aller de l'avant. Elles ont envie de faire quelque chose pour elles-mêmes. Elles veulent qu'on parle aujourd'hui des femmes Hatchan dans tout le pays et pourquoi pas dans le monde entier. Les femmes Hatchan viennent de prendre cet engagement-là. On va parler de transformation sociale à la fin. Pour rappel, la fondation Glory Impact Group est une organisation qui se consacre à la formation et à l'insertion socio-professionnelle des jeunes en difficulté. La cérémonie de lancement du projet de formation des femmes Hatchan s'est voulu un cadre d'échange entre les femmes, les initiateurs et les autorités administratives et traditionnelles qui ont décidé à l'unanimité que l'attiqué devrait être consommé les samedis et dimanches dans la dynamique du consommé local. Je vous l'annonçais en titre, l'Association des étudiants en finance, comptabilité et gestion des entreprises de Côte d'Ivoire a réussi le pari de la mobilisation ce mercredi 22 novembre au Plateau. C'était lors de la 10e édition du Salon national des étudiants et cadres comptables. Plusieurs thématiques ont fait l'objet d'échanges entre professionnels du domaine et étudiants sur les enjeux du métier de comptable face aux avancées technologiques et à l'intelligence artificielle. Les détails avec Ange Assémian et Valentin Kra.
C'est l'hôtel du district du Plateau qui a abrité la 10e édition du SNEC, le Salon national des étudiants et cadres comptables. Une rencontre incontournable qui chaque année enregistre plusieurs professionnels du métier. Très vite, l'édition 2023 s'est mise au diapason de l'actualité technologique. Quel avenir du métier de comptable face aux avancées technologiques et à l'intelligence artificielle, même si bien avant, il était question d'avoir des notions sur le personal branding. D'abord, c'est la promotion de la filière comptabilité et aussi c'est de mettre en évidence les étudiants. C'est-à-dire que ceux qui sortent généralement des classes, ils n'ont aucune compétence. Donc ces événements-là leur donnent la chance de rencontrer des chefs d'entreprise afin de collaborer, afin d'avoir des stages, eux-mêmes d'avoir des emplois. Alors je leur dis d'abord merci. Je leur dis merci pour leur passage. Déjà, il faut dire que c'est l'année de la jeunesse et nous faisions aussi la promotion des jeunes aussi. Je leur explique à travers mon thème que lorsqu'on développe son personal branding, nous devenons excellents parmi nos collaborateurs, nous devenons excellents dans notre entourage. Des communications sur les impacts socio-économiques des réformes sur les impôts sur traitement des salaires ont entre autres meublé cette 10e édition riche en conseils pour affronter le monde du travail en plein changement. D'où, selon les conférenciers, l'adaptation et la formation sont nécessaires. 4 sessions se sont voulues très interactives à la satisfaction des participants. Bien évidemment, c'est de se réorienter vers de nouveaux horizons et tel que j'ai dit par exemple l'analyse financière, le conseil, on aura plus besoin de comptables qui vont conseiller la direction, qui vont faire de l'analyse financière pure. Ce facteur humain-là, honnêtement, l'IA n'est pas encore prêt, j'ai envie de dire dans les 100 ans à venir, de remplacer. De s'exercer, parce que ce sont quand même des jeunes qui n'ont pas encore d'expérience, de s'exercer avec les différents logiciels pour sortir la différence entre l'ancien système et le nouveau. Bon, je suis très fière de l'association des élèves et étudiants en comptabilité. Et un grand merci au président parce qu'il a fourni pas mal d'efforts. J'assiste pratiquement à tous les salons et c'est un plaisir pour moi d'y être aujourd'hui, comme toujours. Plus de 300 étudiants ont pris part au Salon national des étudiants cadres et comptables initié par l'Association des étudiants en finance comptabilité et gestion des entreprises de Côte d'Ivoire. Ouvrons une page sur le sujet des défis environnementaux. Les journées scientifiques de l'université Nangui à Brogua ont eu pour thème central la résilience des agro-industries face aux changements socio-économiques et environnementaux. Cet événement s'est déroulé dans le cadre de la collaboration entre l'université et les acteurs de l'agro-industrie pour faire face aux défis actuels. Les journées ont rassemblé un grand nombre de participants tant du milieu académique que du secteur économique. Le point avec Dianka Blancan et Ezekiel Siri. Cet événement a réuni des chercheurs, des universitaires, des professionnels du secteur agro-industriel ainsi que des représentants du gouvernement et de la société civile. L'objectif était de discuter des défis auxquels sont confrontées les agro-industries et de montrer leur capacité à s'adapter et à innover dans un contexte en évolution constante. L'objet de la rencontre, c'est l'organisation des premières journées scientifiques de l'Université Nangui à Brogua dans le cadre du contrat de performance. En effet, ça fait un peu plus d'1 an que l'Université Nangui à Brogua a signé un contrat de performance avec le ministère et le BCP Emploi, donc la Banque mondiale. Donc dans le cadre de ce contrat-là, il est prévu que tous les 2 ans, on organise des journées scientifiques, occasion pendant laquelle donc les anciens chercheurs et les chercheurs présenteront les résultats de leurs travaux. Parce que la recherche, en réalité, c'est la première activité d'une université. L'enseignement, en fait, vient en 2e position. Cette initiative, les journées scientifiques, qui aborde un thème extrêmement important qui touche au changement climatique, qui aujourd'hui constitue une réalité. Et donc le ministère ne pouvait pas rester en marge de cette activité, de cet événement. C'est pourquoi ils nous ont demandé de venir par notre présence encourager ce genre d'initiative et aider tout le monde à s'inscrire dans un développement durable.
Lors de ces journées scientifiques, une attention particulière sera portée aux changements socio-économiques qui affectent les agro-industries. Les intervenants vont souligner l'importance de prendre en compte les évolutions démographiques, les transformations des modèles de consommation et les tendances du marché. Ce jour, ce sont les journées scientifiques de l'université Nangui à Brogua. Alors sous son appellation Nangui à Brogua, ce sont les toutes premières journées. Il y avait eu déjà des journées scientifiques en 2009, mais là c'était encore à Bobo Adjamé. L'université s'appelait à Bobo Adjamé. Les journées scientifiques de l'université Nangui à Brogua seront l'occasion de souligner la résilience des agro-industries face aux changements socio-économiques et environnementaux en se concentrant sur les défis actuels et les solutions durables. Ces discussions ont permis de renforcer la collaboration entre chercheurs, professionnels du secteur et décideurs en vue d'améliorer la gestion des agro-industries et de garantir leur prospérité face aux défis futurs. L'atelier de validation du projet de paiement des acteurs qui ont contribué à la réduction d'émissions de carbone autour du parc national de Taï s'est tenu ce mercredi 22 novembre 2023 dans les locaux de la Banque mondiale à Cocody. Les travaux de ce projet, sous la tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable, avaient pour objectif de parvenir à un consensus sur les propositions présentées dans la version revisée du plan de partage des bénéfices générés par le programme. Michel Brou. Ce sont 50 millions de dollars US pour 10 millions de tonnes de réduction de CO2 de bénéfices à distribuer aux acteurs impliqués dans le projet de réduction des émissions. C'est justement dans le cadre d'une meilleure répartition que toutes les parties prenantes étaient présentes à cet atelier de validation du projet de paiement de réduction des émissions. La mise en place de ce projet vient encourager et récompenser les actions de protection menées par les acteurs autour du parc national de Taï. Le plan de partage des bénéfices, c'est cette grille de répartition-là qui nous permet de distribuer, d'abord d'évaluer les activités des différentes parties prenantes qui ont contribué à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais surtout donc de distribuer les revenus conformément à la contribution de ces différents acteurs-là à la réduction effective des émissions. La présence du ministère de tutelle et la diversité des acteurs a permis d'enrichir les débats, mais surtout d'aboutir à une vision partagée sur la manière de tirer le meilleur parti des bénéfices générés par le programme de paiement des réductions d'émissions. Il s'agit d'encourager toutes les parties prenantes qui sont engagées dans la lutte contre la déforestation. Qu'il s'agisse donc des sociétés privées, comme la SODEFOR, de l'Office ivoirien des parcs et réserves, qui est donc un établissement public à caractère industriel, des communautés, des organisations de la société civile, bref, tous ceux qui se sont impliqués dans la mise en œuvre de ce projet, qui ont fait des efforts pour lutter contre la déforestation. Avant le démarrage du projet, il y avait déjà eu toutes ces consultations avec les différentes parties prenantes, en commençant par les communautés, les petits planteurs, jusqu'aux institutions de l'État. Mais on va dire on était sur une approche encore théorique puisque les activités n'avaient pas démarré. Aujourd'hui, les activités ont démarré, sont réalisées pour une partie, et donc il est important de revoir, de revisiter ce plan de partage de bénéfices pour être sûr que les proportions sont correctes, qu'il n'y a pas de personnes oubliées et forcément, comme on apprend en faisant, il y a des petites retouches qui ont dû être apportées. Le projet de réduction d'émissions autour du parc national de Taï a démarré en octobre 2020 et est à sa phase pilote. Elle prend en compte les zones cibles concernées dont la Nawa, le Boclé, le Cavali, le Guémont et San Pedro. Cet atelier de validation du projet de paiement annonce les phases pratiques du programme. Le réseau des coordonnateurs chargés du programme Ozone en Afrique francophone et lusophone était en atelier à Abidjan. Les travaux ont porté sur la réduction et l'élimination des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Le séminaire a bénéficié du soutien du ministère de l'Environnement, Walter Kofi et Ezekiel Seri. La santé de la planète bleue était au centre d'un atelier auquel la préparent des experts venus de divers pays.
issu du réseau de coordonnateurs chargés du programme Ozone en Afrique francophone et lusophone. Ces experts ont échangé sur d'éventuels moyens pour protéger la couche d'ozone. Il s'agissait plus concrètement de créer un cadre d'échange et d'expérience qui conduirait à la mise en œuvre d'activités de réduction et d'élimination des substances appauvrissant la stratosphère. Le programme des Nations Unies pour l'environnement, à travers son programme Ozone Action, a un programme dans chacun de ces 26 pays. Donc chaque pays déroule un programme bien précis, adapté au contexte national. Maintenant, en un moment donné de l'année, tous les pays se réunissent quelque part pour partager leur expérience. Et c'est ce qui est en train de se faire en ce moment ici à Abidjan. Effectivement, le projet Ozone a pu circonscrire tous les gaz qui appauvrit la couche d'ozone à hauteur de 98%. Donc Côte d'Ivoire. Et les 2% qui restent, c'est les réfrigérants qui sont actuellement dans les climatiseurs, etc., qui sont en train de fonctionner. Donc le projet est déjà avec une position positive sur le plan international. Mais les substances qu'on a utilisées des substances de substitution pour remplacer sont malheureusement des substances à gaz à effet de serre. Cet atelier a vu la présence du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique qui voit en cette collaboration entre pays membres du réseau une contribution majeure permettant de faire face aux défis liés au changement climatique. Mon attente et celle du gouvernement sont d'autant plus fortes que mon département ministériel a besoin de ces données pour nourrir suffisamment ces statistiques environnementales. Il faut dire que le 30 novembre 1992, la Côte d'Ivoire a ratifié la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent l'ozonosphère. Par cette action, le pays, à l'instar de la communauté internationale, s'est engagé à œuvrer pour l'élimination totale des substances qui appauvrissent son ciel. Et puis, 2 cérémonies étaient au programme à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro le samedi 18 novembre dernier. Il s'agit de la 2e journée annuelle des alumni du dit institut, cérémonie durant laquelle la présidente des alumni a été choisie et du lancement de la 11e édition du tournoi inter-école placé sous le parrainage du ministre Sidi Tiemoko Touré, ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques, représenté pour l'occasion par son directeur de cabinet adjoint. Charles Kouakou et Pierre Tebeu pour le commentaire. La présidente du réseau des alumni de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro a été choisie le samedi 18 novembre 2023 en marge de la 2e journée annuelle des alumni. L'union de toutes les forces est la vision de la toute première présidente du réseau, Diane Adou Agibi, experte en management des opérations logistiques et diplômée de la promotion 2012 des ingénieurs en logistique et transport élus à 100% des membres. Nous voulons fédérer toutes les associations qui existent, arrêter de travailler en silo, parce qu'aujourd'hui, chaque école, chaque filière a son propre réseau, a sa propre association. Elles ne vont pas disparaître, mais nous souhaitons créer une synergie et une dynamique en créant une fédération autour de toutes ces associations, autour d'un seul réseau qui posera des actions majeures et beaucoup plus significatives avec un impact plus grand sur le développement de l'Institut. Le directeur général de l'INPHB, Moussa Diaby, a salué l'arrivée sur le terrain du réseau des anciens. Il était important pour l'INPHB de se doter de ce réseau d'anciens, de ce réseau d'alumni, proche donc de la gouvernance même de l'INPHB. Et le réseau des anciens est un des éléments importants justement qui devrait nous permettre d'atteindre nos objectifs. Dans l'après-midi, la délégation s'est rendue au gymnase du site sud pour le lancement du tournoi inter-école qui est à sa 11e édition et qui est devenu une tradition pour l'Institut pensé par le ministre Kofi Nguessan
ancien directeur général de l'INPHB, dont le but est de créer des activités ludiques, mais surtout de briser les méfiances en créant plus de liens entre les différentes écoles. Le représentant du parrain, le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques Sidi Touré, a salué les efforts du directeur général. Et au nom du parrain, il a offert des équipements sportifs à l'Institut. À l'ouverture de ce tournoi, un match de basket a opposé les alumni aux étudiants. La mutuelle pour le développement de Guessio, un village de la commune de Gagnoa, a un nouveau président. Élu le 13 août 2023, le nouveau président de la mutuelle a été présenté aux populations ce samedi 18 novembre 2023. Sa présentation a donné lieu à une fête dont le point fort a été son intronisation. Nos reporters Philippe Zabo et Richard Akeki ont pris part à cette fête dont seul le peuple abété a le secret. Guessio, village situé à 2 km de Gagnoa, a connu une ambiance particulière ce samedi 18 novembre 2023. Tout ce que le village compte de forces vives était réuni sur la place publique pour assister à l'intronisation des nouvelles instances dirigeantes du village. Hommes, femmes, jeunes et vieux, personne ne voulait se faire raconter ce moment. Tous, de violets vêtus, attendaient la prise de pouvoir des nouvelles autorités de la mutuelle de développement de Guessio, MUDEG, au son de la musique. Passé le moment des intermèdes musicaux et des discours d'usage, Saïd Zéourou, le nouveau président du comité exécutif de la MUDEG, a été investi sous le regard des sages du village. Puis, la nouvelle MUDEG, baptisée et présentée au peuple. Et c'est un président joyeux qui a séduit le public en esquissant des pas de danse avant de donner ses priorités. Très heureux aujourd'hui d'être au devant de la scène pour parler des questions de développement de mon village. Mon village a toujours été la chose qui me coûte le plus cher. Donc aujourd'hui, être mis en pole position pour parler donc des questions qui vont parler de définir l'épanouissement de la population et son bonheur, je pense que ça ne peut qu'être la joie. La première action, c'est de faire un état des lieux. Voilà, parce que pour nous, le meilleur développement, c'est celui qui se définit avec la population. Donc, nous allons descendre dans la population pour faire ressortir les besoins et les prioriser pour voir comment on fait la recherche des moyens pour la mise en œuvre. Voilà, c'est tout simple. On n'a pas de promesses, c'est la population qui nous met en mission, donc qui définit notre feuille de route. Quant au président sortant, il s'est réjoui de son bilan car il le partage avec son successeur qui a fait partie de son bureau. Nous sommes arrivés aux affaires, nous avons fait du travail, le travail a été bien fait. C'est ce qu'on nous dit, c'est le retour que nous avons, le travail a été bien fait. Donc c'est un sentiment de joie, c'est un sentiment de plaisir, la joie de savoir que le travail a été bien fait. Sentiment de joie aussi parce que celui qui me remplace, celui qui est président aujourd'hui, est un membre de l'équipe. C'est ensemble que nous avons travaillé, c'est ensemble que nous avons eu les victoires que nous avons eues. Et donc lui, après tout ce que nous avons fait depuis 2017, il prend le flambeau et il continue. Il prend le témoin et il continue. Donc c'est cette joie que j'ai. Je sais que l'avenir de Guessio ne va pas sur des sentiers incertains. L'intronisation du président de la MUDEG s'est faite sous l'œil vigilant de Bayou Daniel, président de la Fédération des mutuelles de développement des villages du canton Niabré. La MUDEG est née en 1995. Plusieurs actions de développement sont à mettre à son compte, entre autres la construction d'une école primaire de 28 millions de francs CFA et d'un château d'eau. Et puis le top départ du Challenge Salubrité, compétition organisée par le réseau des jeunes entrepreneurs pour l'épanouissement du Gontougo et qui a pour vision de sensibiliser les populations de Bondoukou à garder leur cadre de vie propre, a été lancé. Notre correspondant Anissié Kouadio nous en parle. Quartier Donzonso de Bondoukou, lancement du concours Challenge Salubrité où le REGEG et ses différents partenaires veulent inciter les populations à nettoyer leur cadre de vie pour faire barrage aux nombreuses maladies. Nous avons initié une compétition dénommée Challenge Salubrité qui consiste à mettre en compétition tous les différents quartiers. Et aujourd'hui, on a décidé de faire le lancement. A pour objectif de faire la promotion
du changement de mentalité. Le quartier Motolagri de Bondoukou n'est pas en marge de cette compétition. Les populations de ce quartier mettent tous les moyens de leur côté pour la propreté. Tous, en tant que population, en tant que personne vraiment qui vit vraiment dans un quartier, puissent assainir son milieu de vie. Le quartier camp militaire également n'est pas en reste de cette opération de salubrité. Jeunes, vieux ne ménagent aucun effort pour entretenir leur cadre de vie. La salubrité même n'est pas une bonne chose. C'est source des maladies. Ça cause plusieurs maladies pour les habitants. Donc il faut rendre le quartier très propre pour éviter ce genre de choses. Cette opération pour rendre Bondoukou propre et agréable pour le bonheur de tous est une initiative du réseau des jeunes entrepreneurs pour l'épanouissement du Gontogo, REGEG, qui bénéficie du soutien notamment de la commune de Bondoukou, accompagnée par l'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED. Ces opérations sont vraiment nécessiteuses pour les populations de Bondoukou, dans la mesure où ça permet aux populations de Bondoukou de rendre leur cadre de vie propre et d'adopter des comportements éco-citoyens. Pour aider la mairie justement, puisque nous avons les mêmes objectifs, rendre les quartiers propres, rendre la cité salubre. C'est pour ça que je suis avec eux ce matin. Le challenge salubrité, cette compétition qui vise l'excellence de la propreté à Bondoukou, organisée par le réseau des jeunes entrepreneurs pour l'épanouissement du Gontogo, va durer 1 mois et fait partie de ces différentes activités qui vont meubler la première édition du Biwalogo Festival du Gontogo, prévu se tenir du 20 au 22 décembre prochain. À Ferkessédougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire, région du Tchologo, la direction régionale des ressources animales et halieutiques a effectué une campagne de sensibilisation dans les lycées et collèges afin de contribuer efficacement à l'éradication de la rage. C'était du 20 au 25 novembre 2023. La population éducative a été informée, orientée et conseillée sur le caractère dangereux de la rage, cette maladie contagieuse, et sur les mesures à prendre pour l'éviter. Ouattara Daouda. L'objectif visé par cette campagne de sensibilisation est de contribuer fortement à l'éradication de la rage dans le département et de sauvegarder des pertes en vies humaines. C'est de pouvoir sensibiliser les élèves sur le danger qu'est la rage et les moyens, différents moyens de prévention, et les orienter aussi sur les mesures à prendre lorsqu'on est victime de morsures ou bien de griffures de chiens. Et nous savons aussi que les élèves sont des relais. Ce sont des personnes qui peuvent relayer l'information au niveau de leur ménage, dans leur entourage. Cette campagne de sensibilisation va permettre aux uns et aux autres, je parle des élèves, d'avoir une information sur la rage, mais surtout les méthodes de prévention pour ne pas contracter la rage. Parce qu'on nous a dit que c'est une maladie mortelle, et donc il vaut mieux ne pas contracter cette maladie. Et là maintenant, pour éviter la rage, il faut vacciner ton chien. Et si tu as une plaie et ton chien lave la plaie, tu peux avoir la rage. La rage est une maladie méconnue, qu'on croit disparue. Mais elle est toujours dans le contrée et elle existe. C'est pour ça qu'en collaboration avec la direction régionale du ministère des Ressources animales et halieutiques, nous avons décidé de sensibiliser nos élèves et surtout nos parents afin que la rage soit éradiquée dans le Tchologo. Après le lancement de cette campagne de sensibilisation au lycée moderne de Ferkessédougou, la directrice régionale des ressources animales et halieutiques et son équipe sensibilisera du 20 au 25 novembre 2023 tous les établissements. Il s'agit d'informer la population éducative sur le caractère dangereux et mortel de la rage, de les amener également à faire vacciner les animaux, vecteurs de transmission de la rage, et de mettre en place un programme de vaccination et de routines à moindre coût. En image, un consortium mené par le groupe de BTP espagnol Acciona a remporté un appel d'offres pour la construction et l'exploitation d'une station de dessalement d'eau de mer au Maroc pour un investissement d'environ 800 millions d'euros, 876 millions
de dollars. Le consortium, qui comprend également les sociétés marocaines Green of Africa et Africa Gaz, entamera la construction de la station début 2024. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette édition de l'information sur Business 24 Africa. Nos programmes se poursuivent.